qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire Applied Behavior Analysis. Donc, en France, on a gardé le sigle ABA. Au Canada, ils l'ont traduit par AAC, Analyse appliquée du comportement. Voilà. Donc, alors, je vous préviens, c'est la diapositive la plus barbare. Hein. Les autres seront plus sympathiques. Donc, c'est une science. Je le précise parce que c'est pas une méthode. On va écrire partout la méthode ABA, c'est pas la méthode Coe. Enfin voilà, c'est pas un catalogue de recettes, c'est une science. C'est-à-dire que on s'appuie sur la démarche scientifique. Il y a tout un champ plus expérimental qui mène des recherches pour essayer des procédures, les mettre à l'épreuve, valider, infirmer, etc. Et donc un professionnel de l'ABA, il se base sur ce champ de recherche pour décider en fait des procédures à utiliser. Il se tient régulièrement au courant des nouvelles avancées, etc. pour savoir quels outils les plus efficaces existent pour le cas particulier avec lequel on est en train de travailler. Donc ça, je pense que c'est important de faire ce point sur ça, parce que voilà, c'est vrai que ça a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, la prise en charge ABA, mais on n'est pas formé en une semaine à l'ABA, hein, ça demande quand même pas mal de connaissances, de la formation pratique et théorique assez poussée. Et parallèlement, c'est pas parce que quelqu'un nous a dit fais ça avec cet enfant qu'on va pouvoir le recaler comme ça n'importe comment avec une autre personne. Donc voilà, c'est important, je pense, de faire ce point-là. Donc elle est dédiée à la compréhension et à l'amélioration du comportement humain. Donc notre objectif, c'est de rendre la vie meilleure. Donc l'objet d'étude, c'est les comportements qui ont une importance sociale. Ça aussi c'est important parce qu'on a pu voir parfois des interventions qui enseignaient des comportements qui semblaient pas très, on va dire, pas très pertinents dans la vie de la personne. Hein. Je veux dire, je ne vais pas enseigner à quelqu'un à faire ça si ça n'a pas de sens. Enfin, juste lever le bras si elle ne va pas à l'école ou si, enfin voilà. Il faut absolument que les comportements qu'on cible, ils amènent une amélioration significative dans la vie de la personne. Ensuite, donc voilà, le but, on en a déjà parlé, c'est à travers la recherche scientifique. Ce qui passe par une description objective et une quantification des comportements, mais on en reparlera en définissant les comportements. Donc l'ABA, c'est une approche efficace, parce qu'on se base toujours justement sur l'avancée des recherches. C'est pratique, donc on ne va pas, comment dire, dès qu'on a quelque chose sur lequel travailler, en face on va proposer quelque chose de pratique qui se met directement en application. Et c'est optimiste parce qu'on estime que tous les comportements peuvent s'apprendre. Et bien sûr, chaque personne a on va dire un peu un potentiel de base. On sait qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins lourdement handicapés et qu'on ne va pas pouvoir attendre n'importe quel comportement de n'importe quelle personne. Par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre. Et puis c'est une approche qui donne de la dignité aux personnes puisqu'on les considère vraiment en individuel avec une capacité d'apprendre, une amélioration de l'autonomie, etc. Voilà, donc les 3 objectifs principaux de l'ABA, c'est augmenter les comportements appropriés, développer des nouveaux comportements et puis diminuer les comportements inappropriés. On va développer chacun de ces 3 points juste après. Hop. Donc l'ABA en pratique. Parfois on entend aussi l'ABA c'est une nouvelle méthode. Ça n'a rien de nouveau. Ça fait 50 ans que ça existe. Certes pas en France, mais ça fait 50 ans que c'est développé aux États-Unis par exemple. C'est pas nouveau non plus dans le sens où c'est tout un champ de recherche qui est déjà très étoffé. Il y a plus de 800 publications scientifiques par an sur le sujet. C'est aussi une approche qui demande l'implication des parents. On en reparlera aussi, j'ai fait un paragraphe sur ça. Et puis, c'est une approche qui doit être menée par des personnes formées. Donc c'est ce que je disais rapidement. C'est pas parce qu'on a fait une semaine de stage avec des organismes de formation et qu'on essaye d'appliquer ça comme ça qu'on fait de l'ABA. Non, ça demande des centaines d'heures de pratique supervisée et ça demande une formation solide. Et notamment donc, au niveau international, c'est le BCBA qui garantit ça. D'ailleurs, je voulais préciser, ce diplôme, en fait, il est valable que 3 ans. Hein. Il nécessite une formation continue. On est toujours obligé de se recertifier et d'être en formation continue.
Voilà. Ce qui est bien parce que du coup, on est obligé d'être au courant des avancées en fait, et on ne reste pas sur des vieux acquis. Voilà. Alors, qu'en est-il de la reconnaissance de l'ABA? Donc au niveau international, en fait, l'ABA s'est reconnue comme la prise en charge la plus efficace pour les enfants TED. Et il y a plus de 530 études à l'appui qui montrent que cette approche, elle est efficace. Et en France, c'est resté longtemps méconnu. Il y a seulement 2 cursus actuellement en France qui proposent en fait on va dire, qui sont reconnus au niveau international et qui proposent de la formation dans le domaine. Donc il y a le master ABA à Lille qui existe depuis 10 ans avec une amélioration, voilà. Et puis des cours privés par l'association AFLPA depuis 2 ans à Paris. Après, il y a des DU, il y a aussi le DU à Lille, le DU à Nantes, mais pour l'instant, ils ne sont pas reconnus au niveau international. Donc ça, c'est les 2 seuls cursus qui donnent accès qui sont reconnus et qui permettent de passer le diplôme international. Et puis donc, la Haute Autorité de Santé reconnaît l'efficacité de l'ABA en France depuis 2012 seulement. Voilà, donc je ne sais pas si c'est bien lisible, mais... Donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en fait, elles ont, on va dire, gradué les approches en plusieurs niveaux de fiabilité. Et donc le grade 1, en fait, il n'a pas été délivré à des interventions. Le grade B, on le verra, il a été délivré à l'ABA. Et donc, ils estiment qu'une intervention qui reçoit le grade B, ça veut dire qu'il y a une présomption scientifique. C'est fondé sur voilà, la présomption scientifique fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve, niveau 2, comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte. Donc on verra juste après que l'ABA a reçu en fait ce grade. Donc ça c'est une citation du plan de la Haute Autorité, des recommandations de la Haute Autorité. Parmi les approches éducatives, comportementales et développementales, les interventions évaluées jusqu'en septembre 2011 concernent les interventions fondées sur l'analyse appliquée du comportement dite ABA, le programme développemental de Denver, on en reparlera puisqu'en fait il est dérivé de l'ABA, ou le programme TEACH, on n'en parlera pas. Leur efficacité sur le quotient intellectuel, les compétences de communication et le langage a été démontrée à moyen terme comparativement aux pratiques éclectiques. Éclectique, ça signifie des prises en charge où il y a beaucoup de types d'approches différents. On peut essayer, on fait un peu d'ABA, un peu de machin, un peu de machin, un peu de machin, ou pas d'ABA, un peu de tout en fait. C'est ça que signifie éclectique, avec une amélioration pour environ 50% des enfants suivis sur 4 années. Des effets plus modérés sont observés sur les comportements adaptatifs. Leurs effets à l'adolescence ou à l'âge adulte ne sont pas connus. Donc c'est ce qu'a estimé la Haute Autorité de Santé. Voilà, bon, voilà, moi je dirais que c'est pas vrai qu'on connaît des améliorations à long terme, mais en tout cas c'est ce qui a été validé en France. Alors, l'ABA. Rentrons dans le cœur du sujet. On va commencer par définir. Je ne vais pas m'alourdir sur l'historique, je ne vais pas le présenter parce que je pense que c'est pas forcément l'intérêt de parents ou de professionnels de connaître l'historique de la discipline. Par contre, ça c'est important. Et puis je vais l'écrire là parce qu'on va s'en resservir tout au long de la présentation. Voilà. Ce qu'on appelle l'ABC de l'ABA. Donc en ABA, on estime que les comportements, ils sont en lien, que les comportements et l'environnement, en fait, ils ont une interaction. C'est-à-dire que le comportement influence l'environnement et l'environnement influence le comportement. Donc l'environnement, il est constitué par tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, moi, dans mon environnement, il y a vous, il y a ça, enfin bref, c'est tout. Et parmi cet environnement, il y a des choses qu'on appelle les antécédents. C'est ce qui va se produire avant que le comportement se déclenche. Ensuite, on a le comportement. Et ensuite, on a les conséquences. C'est ce qui se produit après que le comportement se déclenche. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est notre grille de lecture en ABA. Ça peut sembler sorti un peu nulle part, là, tel que je le présente, mais on va s'en servir tout au long, justement, pour présenter, en antécédent, qu'est-ce qui se passe, comment on définit un comportement, et en conséquence, qu'est-ce qui se passe.
et comment on peut agir en antécédent et en conséquence pour modifier des comportements. Voilà. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais donc on considère que enfin, c'est pas qu'on considère, c'est une loi du comportement, que le comportement est les fonctions de ses conséquences. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ça va influencer le comportement. Il y a mon antécédent qui déclenche mon comportement, qui déclenche ma conséquence, et ma conséquence va influencer sur le comportement futur. Ça reste théorique, ça passe aux pratiques très bientôt. Si la conséquence, elle est agréable, si à ce niveau-là, il se passe des choses sympathiques, le comportement, il va augmenter. Si la conséquence, elle est neutre, s'il ne se passe rien de spécial, ou si la conséquence, elle est désagréable, le comportement, il va diminuer, pour faire simple. Voilà. Donc, l'environnement, c'est quoi? C'est tous les stimuli, comme on l'a dit. Ça peut être interne ou externe. C'est vrai que souvent, il y a aussi l'image que l'ABA ne s'occupe que de ce qui est externe. C'est pas vrai. L'ABA prend en compte qu'on a des événements internes en nous et que ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler et pas seulement les choses externes. Donc ça, c'est aussi parfois une idée préconçue. Et donc les stimuli externes, bien sûr, tous les lieux, objets, personnes, actions, etc. qui peuvent se dérouler autour de nous. Alors, pour revenir sur les... Je vais la faire dérouler tout court. Hop. Alors, on va parler des antécédents. Donc, parmi les antécédents, on a ce qu'on appelle les stimulus discriminatifs. C'est pas grave si vous retenez pas le mot. C'est justement ce qui indique un comportement, il sera suivi d'une conséquence. Donc, je vais donner tout de suite, c'est un signal en fait. Je vais donner tout de suite un exemple. C'est un enfant, il entend la cloche là, de la camionnette de marchand de glace. Son comportement, il court vers le marchand de glace. La conséquence, il a sa glace, c'est bien sympathique. Par contre, s'il entend la sonnerie du camion de poissonnerie, il ne va pas courir vers la camionnette de poissonnerie parce que du coup, il sait que derrière, il n'y a rien d'intéressant pour lui. Donc c'est dans ce sens-là en fait où c'est important d'identifier ce qu'on appelle les stimulus discriminatifs. C'est de savoir ce qui va déclencher les comportements. Donc là, c'est un exemple dans l'environnement naturel, mais appliqué à nos interventions, c'est toutes nos consignes. Et aussi, on a parfois les enfants qui apprennent en fait... on ne sait pas pourquoi, parfois ils répondent pas, parfois ils répondent à des choses qu'on ne comprend pas. Et ça va être intéressant en fait pour analyser, mais est-ce que c'est clair à chaque fois que je pose une consigne, que j'attends ce comportement-là? Ou alors, qu'est-ce qui fait que là il répond, mais là il ne répond pas? Est-ce que quelque chose dans l'environnement n'est pas clair pour déclencher son comportement? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc pour redonner d'autres exemples, l'antécédent, le feu passe au vert. Mon comportement, je roule et en conséquence, ma conduite se passe bien. Le téléphone sonne, comportement, je décroche. En conséquence, j'ai une petite conversation téléphonique. Voilà, c'est notre grille de lecture. Donc comme je disais, ça va être aussi toutes nos consignes. Donc c'est là aussi où c'est important de voir ces consignes-là. Viens, range ta chambre, fais tes devoirs, etc. Est-ce que... c'est bien des stimulus discriminatifs en fait. C'est-à-dire, est-ce que quand je pose la question, je fais en sorte qu'il y a le comportement derrière et je fais en sorte qu'il y a une conséquence qui fait que ce comportement-là, il va se maintenir. En gros, quand je pose ma consigne, est-ce que j'arrive à faire en sorte que la personne le fasse parce que derrière, il y a un bénéfice à le faire en fait. Voilà, donc c'est intéressant de se demander à chaque fois, toutes nos consignes, est-ce qu'on met tout en œuvre pour qu'elles soient vraiment suivies? Et ça va être quelque chose d'important dans une intervention de faire en sorte de mettre en œuvre au niveau des conséquences, mais au niveau des antécédents aussi pour que les comportements y soient suivis. Hop. Donc dans les antécédents, on a vu qu'il y a les stimuli discriminatifs, il y a aussi la motivation. Donc la motivation, c'est tout simplement quelque chose, on va dire, d'interne, qui fait qu'à un moment, la personne, elle a envie de s'engager dans un comportement. Donc par exemple, là j'ai pris l'exemple d'une petite fille, tiens, elle a envie de faire du trampoline.
elle va demander à sa maman, je veux faire du trampoline, et puis elle aura accès au trampoline. Donc la motivation, c'est quelque chose qui, au début, n'a pas forcément été beaucoup pris en compte dans les interventions en ABA, et qui l'est de plus en plus, et tant mieux, parce qu'en fait, c'est vraiment un moteur puissant pour faire en sorte que les personnes, en fait, elles s'engagent dans les comportements qu'on attend d'elles. Et on le verra sur, du coup, après les interventions en antécédent, au niveau, par exemple, des comportements problèmes, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la motivation, pour faire en sorte déjà de la manipuler, entre guillemets, pour que les personnes, elles puissent avoir envie de s'engager dans les comportements qu'on attendait et ne pas avoir envie de s'engager dans les comportements qui ne sont pas souhaités. Hop. Est-ce que c'est... Bon, on illustrera avec des vidéos, etc. après, mais est-ce que c'est clair déjà ce concept d'antécédent? Oui, d'accord. Ensuite, le comportement. Hop, je vais tout mettre déjà. Donc, il a 3 caractéristiques, on va dire, principales. Il est observable et objectif, ça va pas mal ensemble. Donc, c'est-à-dire que si je décris quelque chose, je dois pouvoir, moi, l'observer, mais aussi mon voisin l'observer, mais aussi quelqu'un d'autre de l'équipe observer, voilà, ce dont on parle. Et il est objectif, c'est-à-dire que je ne vais pas donner d'intention dans le comportement. Par exemple, je ne vais pas dire il ne veut pas faire son exercice. Je ne vais jamais décrire un comportement comme ça, parce que là, si je dis il ne veut pas faire son exercice, j'attribue déjà une intention à la personne. Et alors que bon, on n'est pas là pour attribuer des intentions, on est juste là pour dire bon, il se passe ça, et donc de l'observer objectivement. Et par exemple, il ne veut pas faire son exercice, ça va plutôt se traduire par... en fait, déjà, on ne va pas le décrire comme ça, mais si par exemple notre objectif, c'est justement qu'il le fasse, ça va être dans les 2 secondes qui suivent la consigne, l'élève s'engage dans le comportement de résolution de problème, par exemple. Ça va être quelque chose d'objectif. C'est mesurable aussi, un comportement. Et ça, c'est important, ça fait partie des caractéristiques de l'ABA, de pouvoir mesurer en fait ce qu'on fait. C'est important parce que pour que je puisse dire mon intervention elle est efficace ou pas, il faut que je puisse me baser sur quelque chose. Et si par exemple on se dit bon, allez, on se donne un mois, on essaye quelque chose et puis on se revoit dans un mois et puis on dit si c'est efficace. Chacun va venir avec son ressenti, il va peut-être avoir des ressentis différents. Moi je trouve que ça a évolué, moi pas trop. Moi je trouve carrément pas. Enfin, mais sur quoi on se base en fait pour dire ça? Donc ça va être important de mesurer le comportement. Et si par exemple je me dis bon, mon objectif c'est que il sache n'importe quoi, il sache faire 5 exercices de mathématiques en 10 minutes. Je dis n'importe quoi, hein, je viens de le dire. Voilà. Du coup, si mon objectif déjà est clair, en fait, il est observable, il est objectif et décrit, je vais pouvoir le mesurer. Donc à chaque fois, en combien de temps il a fait ses exercices ou en autant de temps combien d'exercices il a fait. Et je vais prendre comme ça mes données peut-être tous les jours ou tous les 2 jours. On convient d'un système de notation. Et puis au bout d'un mois, on se revoit et là, on peut se dire, regardez, on a pu faire un graphique, par exemple, du temps ou du nombre d'exercices, et on voit une amélioration, ou on voit une stagnation, ou on voit même une régression. Et à partir de ça, on peut se dire, ok, il n'y a pas de... En gros, il n'y a pas de jugement personnel à avoir, on voit que ça a ou pas fonctionné, et on peut revoir l'intervention. Donc c'est pour ça que c'est si important de pouvoir mesurer ce qu'on fait. Quand on mesurable, ça veut dire qu'un comportement, il a un début et une fin. Chacun doit pouvoir observer quand est-ce qu'il se déclenche et quand est-ce qu'il s'arrête. Ça veut dire aussi qu'il a une dimension. Donc les dimensions les plus fréquentes, c'est ça en fait. Ça veut dire c'est sa fréquence. C'est par exemple, on disait le nombre d'exercices de maths en 10 minutes, ou par heure, ou par minute, ou je ne sais quoi. Sa durée. Donc par exemple, si c'est... j'aimerais qu'il puisse rentrer en interaction avec un camarade dans la cour de récréation, et mon objectif, ça va être qu'il joue 10 minutes. Donc j'aurai un objectif où la dimension importante, ça va être la durée.
Ça peut être l'intensité aussi. Moi, j'ai déjà travaillé avec des enfants qui ne parlent pas assez fort, par exemple. Donc, on va avoir un objectif d'augmenter son volume de la voix ou des choses comme ça. Intensité aussi parfois d'un comportement problème qu'on veut diminuer. Et puis, ça, bon, c'est peut-être un peu moins utilisé, mais c'est un paramètre important de nos interventions, c'est ce qu'on appelle la latence. Donc, c'est le temps entre l'antécédent et le comportement. Et c'est vrai que quand on... si par exemple je dis viens, et que l'enfant il arrive 5 minutes après, en fait c'est pas enfin comment dire, si l'enfant il va à l'école, etc., on va pas attendre 5 minutes qu'il vienne. Donc ça devrait faire partie souvent de nos critères que la réponse elle se déroule à une certaine latence après la consigne. Donc souvent dans nos programmes éducatifs on dit par exemple l'enfant va répondre à la consigne avec un volume de voix approprié, machin, dans les 2 secondes. Parce que par exemple, tout ce qui est verbal, quand on est dans une communication, c'est pas approprié qu'on mette plus que 2-3 secondes à répondre en fait. Et la personne, elle va se détourner, elle va partir si l'enfant n'est pas capable d'avoir une certaine fluidité. Donc c'est aussi un paramètre important qu'on peut mesurer. Voilà. Et donc sinon, le comportement, comme j'ai dit, hein, c'est comme la gravité, il obéit à une loi. Donc c'est celle que... il est modelé par ses conséquences. Et puis, il s'apprend. Donc, il s'apprend, c'est-à-dire qu'on estime que tous les enfants, ils sont capables d'apprendre, que c'est à nous, soit, si par exemple l'enfant, il apprend difficilement, à mettre des étapes suffisamment petites pour qu'il puisse être un succès, ou alors mettre en place surtout les procédures suffisamment efficaces pour qu'il puisse apprendre. Je le répète, ça ne veut pas dire que tout enfant pourra apprendre tout et n'importe quoi. Je suis d'accord qu'il y a un potentiel de base qui fait qu'on pourra aller plus ou moins loin. Voilà. Mais bon, après, voilà. Et aussi, il y a l'âge. Il est vrai que plus un enfant est jeune, mieux il apprend. Plus il apprend vite. Et que, voilà. Ça, c'est... On fait avec ça. C'est aussi pour dire que les justifications du type c'est dans son caractère, c'est normal, c'est une fille ou c'est normal, c'est un garçon ou c'est la crise d'adolescence, etc. C'est des choses qu'on ne va pas accepter dans notre pratique. C'est non, il y a des comportements, on les définit, on travaille dessus pour qu'il y ait un apprentissage. D'ailleurs, tout ça, hein, c'est des... Je veux dire, si ça avait un caractère universel, comme le fait qu'un comportement soit modelé par ses conséquences, ça se saurait, sauf que si on fait un peu d'ethnologie, on voit que selon les sociétés, la crise d'adolescence, ça existe ou pas, etc. Donc c'est bien quelque chose qui est modelé par un environnement et pas un invariant comme ça qui sort de nulle part. C'est important aussi parce que du coup, en ABA, on rejette ce qu'on appelle les raisonnements circulaires. Ça veut dire, il ne veut pas faire ça parce que c'est dans son caractère, donc il ne veut pas faire ça, et on ne s'en sort pas en fait. C'est juste descriptif ça, et ça ne permet pas d'arriver, d'aller vers une solution. Ça c'est juste des machines à inertie, hein, fait qu'on n'avance jamais. Voilà, donc c'est des choses on va dire, ces justifications-là, ça n'existe pas dans notre pratique. Et puis le comportement il s'apprend, c'est-à-dire pour l'enfant, mais aussi pour tout le monde. Ça veut dire que nous, les professionnels, on doit être capable d'apprendre les bons comportements qui vont faire qu'on va amener les bonnes interventions aux enfants. Hein, ça s'applique à tout le monde, pas seulement aux enfants autistes. Et aussi que, au niveau parental aussi, il y a plein de choses à faire pour que les parents ils puissent apprendre des bonnes procédures, une bonne grille de lecture du comportement de leur enfant pour améliorer le quotidien. Alors, pour voir si vous avez bien suivi, je vais vous présenter plusieurs énoncés. Vous me dites si c'est des comportements ou pas, avec ce qu'on a vu avant, donc objectif, observable, mesurable, etc. Pleurer. Plus fort. Oui, oui. Il n'y avait pas de piège. On commence pas par un piège. Battre des mains et rire. Oui, bon, c'est deux comportements, mais oui, on parle bien de comportement. Il m'en veut. Ah. Donc non, parce que déjà, on attribue une intention, et puis il n'y a rien d'objectif dans tout ça. Elle s'est bien intégrée. Parce que
Voilà, c'est pas objectif en fait, mais je veux dire, on peut dire voilà, dans le langage courant qu'elle s'est bien intégrée, mais ça doit recouvrir un certain nombre de comportements. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que au sein du groupe, elle parle à peu près autant que les autres, qu'on la sollicite autant qu'elle sollicite, etc. Ça peut être plein de choses comme ça. Crier. Oui. Être pensif. Allez, il y a du oui, il y a du non alors. Comment on justifie le non? Ou comment on justifie le oui pour les personnes? Comment? Il y avoir une part d'interprétation quand même. Oui. Quelqu'un va le voir pensif et la non, il n'est pas pensif. C'est pas tout à fait objectif. Il y a une subjectivité. Et donc, qui disait oui et pourquoi? Parce que? Non, mais pour moi, être pensif, c'est un comportement. À partir du moment où on dit qu'il est pensif, c'est équilibre. Alors, si on reprend les 3 critères, objectif, observable, mesurable. Enfin, là, si c'est noté être pensif, c'est qu'il est pensif. Donc pour moi, c'est un comportement. Alors, Interprétation. un comportement, déjà, il faut être actif. Et être pensif, je veux dire, si la personne, elle est comme ça, non. Alors, mimez-moi le pensif. Ok, oui. Non, c'est pas un comportement, parce qu'effectivement, on est actif. Enfin, il faut être actif pour qu'il y ait un comportement, et puis il y a une part d'interprétation. Répondre juste. Oui. Avoir confiance en soi. Alors, je dis. Alors, est-ce que c'est observable, mesurable, objectif? Oui. Seulement, c'est un peu comme... elle s'est bien intégrée. C'est-à-dire que ça peut recouvrir un certain nombre de comportements, mais en soi, c'est pas un comportement. Voilà. Donc, avoir confiance en soi, c'est peut-être... ça peut se traduire par... dans un groupe, pouvoir prendre la parole, enfin, je dis n'importe quoi, plein de choses comme ça, mais ça doit se traduire par des comportements. Ça, en soi, c'est pas un comportement. Ça veut dire que je vais pas pouvoir travailler dessus, en fait. C'est comment améliorer sa confiance en soi. Je dois passer par des choses concrètes, des vrais comportements à cibler, mais ça, tel quel, ça en est pas. Je crois que c'est le dernier. Comprendre. Oui. Voilà. Et pareil, ça doit se traduire par des choses concrètes. Comprendre, enfin, quand on dit qu'un enfant il a compris, bah, c'est sans doute qu'il sait répondre juste à une série d'exercices, qu'il sait généraliser à une nouvelle situation, etc. Mais ça recouvre des comportements. Mais ça n'en est pas un en soi. On imagine des fois un comportement de retrait. Et là, du coup, une forme de retrait, on voit comme un comportement. On ne sait pas trop si ça va être pensif ou être en retrait. Mais comme vous le dites vous-même, du coup, c'est pas... Voilà. Si tout le monde ne peut pas l'observer et avoir un consensus observable, on est... Enfin, voilà, déjà en soi, ça... Mais par contre, oui, dire... Mais même être en retrait, c'est pas un comportement non plus, parce que c'est pas une action. Oui, c'est gênant. Par contre, voilà, on va pouvoir cibler des comportements à faire à la place de ça. Mais en soi, c'est pas un comportement. Voilà. S'habiller. Ah bah oui, il n'y a rien de plus concret. Hein. Ok. Alors voilà, on a pris la peine de définir le comportement. Donc je vais juste remettre ces caractéristiques observables, objectifs, mesurables. Voilà. Et donc on va s'attaquer au dernier, la conséquence. Donc les conséquences, c'est ce qui se passe dans l'environnement, qui suivent le comportement et qui déterminent si le comportement se reproduira à l'avenir ou pas. Tout simplement. Hop, pour reprendre notre petit schéma, on voit bien que
les conséquences ont une action, puisque si mon téléphone sonne et que j'écroche et que j'ai un accident, il y a peu de chances que je redécroche mon téléphone une prochaine fois quand je roule. D'accord? Donc ça a une tendance à diminuer ce comportement d'avoir décroché. Par contre, si le feu il passe au vert, je roule et ma conduite se déroule bien, et ben j'apprends que passer au vert, etc., c'est des choses qui font que c'est un bon comportement qui pourra se reproduire. Voilà. J'ai pas détaillé les conséquences parce qu'on y reviendra largement quand on parlera du renforcement et puis rapidement quand on parlera de extinction-punition. Voilà.